C'est parti pour la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, un événement qui est le couronnement des activités de l'année de la culture décrétée par le président de la transition. 10 jours de compétition de brassage culturel dans un Mali pluriel. Et c'est le Premier ministre qui a, au nom du chef de l'État, lancé cette manifestation de grande envergure. Plusieurs touristes ont fait le déplacement dans la cité des 333 saints. Fin de la session d'octobre du Conseil national de transition, plus d'une vingtaine de projets de loi ont été adoptés dans la loi de finances pour l'exercice budgétaire 2026. Le président de l'institution a salué la remise de distinctions aux opérateurs pétroliers dans le cadre de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Les Maliens de la diaspora contribuent à plus de 700 milliards à l'économie nationale. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des migrants, un hommage mérité rendu aux migrants. Le ministère de tutelle est dans la dynamique de développer le concept d'une migration tournée vers le développement et le progrès. L'armée malienne s'équipe et se professionnalise. Elle a reçu hier de nouveaux équipements militaires pour la défense du territoire national. Des engins lourds comme le mortier de 120 mm M5, une arme d'artillerie puissante capable de tirer une grande variété de munitions. Notre équipe de reportage a suivi le cortège sur des kilomètres. Vous servir est un réel plaisir, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la grande édition de 20h. Journée culturelle au Mali, c'est parti pour la Biennale artistique et culturelle à Tombouctou. La cérémonie de lancement, vous l'avez suivie tout à l'heure en direct sur nos antennes, présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Voilà, le chef du gouvernement à sa descente d'avion. Comme vous le voyez sur ces images, accompagné de certains membres du gouvernement. Arrivée donc du Premier ministre à Tombouctou pour la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Le chef du gouvernement a eu droit à un accueil des grands jours dans la cité des 333 saints. Vous voyez donc les temps forts de l'arrivée du Premier ministre dans la cité des 333 saints. Arrivée donc du chef du gouvernement qui a été accueilli par la population. Voilà, comme vous le voyez sur ces images, la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 est le couronnement des activités de l'année de la culture décrétée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il se tient sous le thème « La culture socle pour l'ancrage de la 4e République », un événement culturel qui mobilise la jeunesse malienne. Pour le général de division Abdoulaye Maïga, la tenue de la Biennale à Tombouctou est la preuve du retour de la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Je vous invite à suivre un extrait de l'intervention du chef du gouvernement au nom du président de la transition, des propos recueillis par Mamari Koni. On voit le chef du gouvernement qui fait un tour d'horizon pour saluer le public qui est sorti massivement pour cet événement unique selon le chef de l'exécutif régional et qui sera historique, a-t-il souligné. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, je déclare solennellement ouverte la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Nous devons retrouver tout de suite la troupe régionale de Banyangara.
c'est l'entrée de la troupe des Ségou ici dans la salle municipale de Tombouctou. C'est le district de Bamako que suit. Bamako, la capitale qui réunit l'ensemble des communautés de toutes les régions. C'est la région de Koukala, la capitale de Nord-Blanc qui entre en scène. La région de Kita est reconnue comme la capitale de l'arachide. Maintenant, c'est la région de Sang. C'est maintenant le tour de la troupe de Tombouctou. Tombouctou qui a déjà gagné le pari de l'organisation et qui veut gagner le pari de la compétition. Voilà déjà le gouverneur, le contrôleur principal de police Bakoum Kanté, tout heureux d'avoir remporté ce premier défi de l'organisation. De la célébration de notre diversité culturelle en cette année que nous avons proclamée année de la culture au Mali, placée sous le sceau d'une renaissance culturelle et d'une revitalisation profonde de nos terroirs. Le choix du président de la transition, chef de l'État, de tenir cette édition à Tombouctou est hautement symbolique. Tombouctou, cité des 333 saints, ville des manuscrits et des universités anciennes, est une lumière qui a illuminé le monde par son savoir et sa tolérance. Tombouctou est le symbole de ce que nous sommes, un peuple qui résiste, qui transmet, qui éclaire. Aujourd'hui encore, elle incarne cette résistance des valeurs face aux menaces de l'oubli, de l'extrémisme et de la division. Tombouctou a fait face avec détermination à l'obscurantisme et nous inspire. Aujourd'hui encore, elle incarne cette résistance des valeurs face aux menaces de l'oubli, de l'extrémisme et de la division. Des attaques barbares de 2012 à aujourd'hui, Tombouctou a fait face avec détermination à l'obscurantisme. Ainsi, elle nous inspire, inspirant encore aussi longtemps les générations futures. C'est l'occasion de rendre un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité, de la barbarie et de l'ignominie dans notre pays. C'est pour toutes ces raisons que le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a décidé de la tenue de la biennale artistique et culturelle à Tombouctou, terre historique. C'est là un acte fort qui symbolise la résilience face à l'adversité. C'est affirmer que le Mali reste un pays debout, enraciné dans son histoire et tourné vers l'avenir. C'est également grâce à l'abnégation du chef de l'État que le gouvernement de transition a ramené le 11 août 2025 les manuscrits de Tombouctou, tant réclamés par les populations, et symbolise l'amélioration substantielle de la sécurité nationale. Distingués invités, sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement accorde une importance particulière à la promotion et au développement des activités artistiques et culturelles, socle du développement économique et social. C'est dans ce cadre que le plan d'action du gouvernement 2025-2026 met un accent particulier sur l'art et la culture qui constituent la vitrine de notre pays. Aussi faudrait-il le rappeler que c'est dans cette optique que M. le Président de la transition, chef de l'État, a décrété l'année 2025, année de la culture. Ainsi, pour la mise en œuvre du PAG 2025-2026, les principales réalisations porteront sur le développement et la protection du patrimoine culturel et artistique, le tourisme et l'artisanat. Sur la période d'exécution du plan d'action, les capacités des structures et acteurs du secteur seront renforcées, des événements pour la promotion de nos valeurs sociétales et le vivre ensemble seront organisés. L'accès aux marchés internationaux pour les artisans sera facilité. Le tourisme local et le diatia de la destination Mali seront également promus. Il en est de même de l'organisation de la présente biennale qui contribuera à renforcer davantage les acquis dans les domaines de l'artisanat et de la culture. Je ne saurais terminer sans adresser mes vives et sincères félicitations à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement grandiose. À commencer par M. le ministre de la Culture,
et le gouverneur de la région de Tombouctou. J'associe à ces remerciements les représentants du Burkina Faso et du Niger qui, au nom de la Confédération des États du Sahel, ont bien voulu rehausser l'éclat de cette biennale au nom de la solidarité, au nom de la fraternité. En exhortant toutes les Maliennes et tous les Maliens d'ici et de la diaspora à faire de la culture un pilier fondamental pour bâtir le Mali nouveau, un Mali de paix, de dignité et de souveraineté. Oui, l'organisation de la Biennale artistique et culturelle témoigne de la vitalité de la culture malienne. Elle traduit l'engagement du président de la transition à la promotion et la valorisation du patrimoine malien. Le ministre Mahmoud Affé et les autorités régionales ont réaffirmé leur reconnaissance au chef de l'État. Pour le ministre de la Culture, l'édition 2025 est celle de la renaissance et de l'unité nationale. La synthèse de leur discours avec Idrissa Goulou Sissoko. C'est parti pour la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, un moment de brassage, de communion et d'expression des richesses culturelles et artistiques de notre pays. 10 jours durant, les planchers vibreront au rythme de l'expression culturelle des régions du Mali et la ville de Tombouctou se réjouit d'accueillir la jeunesse malienne. Tombouctou se réjouit d'accueillir durant cette période décadaire les différentes troupes venues des différentes régions, une première dans le septentrion du Mali. Ainsi, ce rendez-vous témoigne sans embâche de l'attachement de la culture de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Le thème de la Biennale artistique culturelle Tombouctou édition 2025 est intitulé « Culture, pilier pour bâtir le Mali nouveau ». Ce thème reflète et dénote à suffisance la volonté de son Excellence. Aussi, en cette période de décadence sera, j'en suis sûr, émaillé des moments forts de célébration, de partage et de communion autour de nos valeurs culturelles communes. Par voie de conséquence, une tribune ouverte pour nos troupes régionales respectives à faire rayonner l'âme de nos régions à travers la culture. Prestations d'artistes comme Tchale Arbi, Bintou Garba et le défilé géant des régions ont marqué le top départ de la Biennale. The dream come true. Le rêve est devenu une réalité. Le choix de Tombouctou pour cette édition n'est pas un hasard. Tombouctou est une ville monde, une ville mémoire, une ville lumière. Cité des 333 saints, carrefour médiéval des savoirs, du commerce et des civilisations, elle fut et demeure un phare intellectuel dont le rayonnement a traversé siècles et continents. Ici ont convergé les érudits, les voyageurs, les commerçants. Ici sont nés les manuscrits qui témoignent encore de notre génie africain. Ici, le Mali a parlé au monde. Et le monde a écouté. Tombouctou a déjà illuminé le monde. Elle peut le faire encore. Elle le fait aujourd'hui. Chaque soir désormais, le public vibrera au rythme des compétitions saines des troupes régionales au stade municipal et dans la salle Ali Farka Touré. Voilà, plusieurs touristes ont fait le déplacement dans la cité des 333 saints, preuve que le Mali est bel et bien fréquentable. Ils saluent la beauté de la région de Tombouctou et magnifient la culture malienne. Najim Baba Sissé est allé à leur rencontre.
Tombouctou s'impose à nouveau comme une destination sûre et attractive. Une dynamique largement confortée par la tenue de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Au-delà de sa dimension culturelle, cet événement constitue un puissant facteur de cohésion sociale et surtout une véritable bouffée d'oxygène pour le secteur du tourisme, voire pour le développement local dans son ensemble, qui retrouve peu à peu son élan d'antan. So we've been in Mali for a while now because we also did the south and we've had a very good impression so far. Obviously, I'm from Europe. In the media it isn't looking very positive, but if we're here we feel like the situation is kind of under control and everyone is taking care of us. We should be talking about how beautiful Mali is, the history of Mali, the people, because I've been to many African countries and it's not in all the places that people are so welcoming. I mean, it's been an absolute privilege coming to see the city, its heritage, and how the people have protected it. I feel like the city has been through so much, and there's still so much positive energy and music, and everything smiles on people's faces, and the hospitality. It's been incredible. De jour comme de nuit, la ville enregistre l'arrivée des touristes de diverses nationalités, désireux de percer les mystères de la cité des 333 saints et prendre part à ces grands rendez-vous. C'est une fierté pour moi d'accueillir tous ces gens de différentes nationalités, de leur montrer ma ville, qui est une ville accueillante, comme on le dit, Tombouctou. C'est Founidjama Kambaï Jawani. Donc ils sont ici chez eux. On fait le maximum pour leur séjour, assister à ce biennale magnifique que Tombouctou a eu l'occasion d'accueillir cette année. Donc nous sommes contents et fiers. On le dit encore merci d'être venu à Tombouctou. La présence massive des touristes étrangers constitue en elle-même une réponse éloquente, envoyant un signal rassurant à leurs concitoyens restés à l'étranger. Le ministre chargé de la Culture est un ministre comblé par ces flux de touristes en destination du Mali, de Tombouctou précisément. Très heureux ce matin d'accueillir ce beau monde venant du monde entier pour visiter la terre sainte de Tombouctou. Donc c'est le démarrage des activités de la journée de la Biennale. Nous souhaitons la bienvenue à ces invités qui ont cru à notre pays. Et donc je voudrais les saluer, les remercier au nom des plus hautes autorités du Mali et les souhaiter la bienvenue à Tombouctou. Cette biennale à Tombouctou illustre parfaitement la capacité du Mali à accueillir, à rassembler et rayonner à nouveau sur la scène culturelle et touristique. Les membres du CNT ressortissants de la région de Tombouctou ne sont pas restés en marge de ce rendez-vous culturel. Ils ont remis une enveloppe de 2 millions de francs CFA à la commission d'organisation. Le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. En remettant cette somme au gouverneur de la région, les membres du CNT et ressortissants de la région de Tombouctou entendent appuyer la commission régionale dans l'organisation de la Biennale. Pour ces honorables, accueillir la jeunesse malienne à Tombouctou est tout un honneur et une fierté. Le président, l'honorable Malik Diaw, a dépêché cette mission, cette délégation, pour venir dire pour venir porter le message du CNT, pour dire que le CNT est avec la région de Tombouctou, le CNT est avec le peuple malien pour l'organisation de cette biennale. Maintenant, les membres de la délégation, en tant que ressortissants de la région, ont contribué comme contribution symbolique. Pour le chef de l'exécutif régional, cet appui est la bienvenue et traduit l'engagement des fils et filles de la région à soutenir les autorités de la transition qui ont bien voulu confier l'organisation de la biennale à la région. Je vous remercie au nom de toute la région de Tombouctou et au mien propre pour cet appui très important. L'appui se divise en plusieurs composantes. Si vous voulez bien, la première composante, c'est votre présence en tant que membre du CNT, en tant que fils et filles de la région de Tombouctou. Et aussi, peut-être la dernière composante, c'est l'appui financier que vous apportez. Donc, vraiment, c'est un appui très important. Il faut dire que Tombouctou est véritablement engagé à relever le pari de l'organisation de la Biennale. Et pour permettre aux couches vulnérables de passer une bonne biennale, le président de la transition leur a offert hier une importante quantité de vivres. La donation est destinée aux personnes en situation de handicap. Nous retrouvons Idrissa Goulou Sissoko.
Dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, 100 personnes handicapées de la ville de Tombouctou viennent d'être soulagées. Ils ont reçu un kit alimentaire composé de riz, d'huile, de maïs et de pâtes alimentaires. Au nom des personnes vivant avec les handicaps, vous manifestez aujourd'hui toute notre joie, encore une fois de plus, pour montrer que nous sommes une partie de la société. Nous existons, nous sommes considérés et nous vous en sommes grés pour la générosité encore du président. Au nom des personnes en situation de handicap et à mon nom propre, nous vous remercions sincèrement pour votre contribution significative et votre soutien. Merci pour les rôles inestimables que vous avez joués. Nous apprécions vraiment cela. Nous apprécions énormément votre gentillesse. Nous n'avons pas assez de mots pour cela. Pour le conseiller spécial du président de la transition, cette donation doit inspirer les Maliens à plus de solidarité en faveur des personnes défavorisées. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre des festivités du 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes vivant avec handicap. D'habitude, on fête une seule journée, mais le président de la transition nous a instruit à travers les œuvres sociales de prendre tous les mois de décembre pour fêter, pour montrer notre solidarité et notre aide aux personnes vivant avec handicap. Les activités ont commencé il y a longtemps. On a distribué près de 1000 kits alimentaires et près de 100 motos tricycles. La cérémonie s'est achevée par la remise aux bénéficiaires. Voilà, et à l'occasion de la Biennale Tombouctou 2025, Radio Mali vous offrira toutes les soirées de compétition en direct et en intégralité sur ses antennes, et cela chaque soir à partir de 20h sur la radio nationale. Aussi, les programmes habituels de la soirée entre 20h et minuit seront suspendus durant toute la durée de la Biennale 2025. Voilà, d'autres aspects de la cérémonie d'ouverture dans nos éditions futures, et c'est tout pour cette page spéciale dédiée à la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Voilà, la section des comptes de la Cour suprême sensibilise les étudiants sur la corruption. C'est dans ce sens que les étudiants de l'université Kourougan-Fouga suivent une session de sensibilisation sur la question. La formation porte sur le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Le reportage de Fadema Keïta. La corruption gangrène le pays et est présente dans tous les secteurs socio-économiques. Véritable frein au développement, elle mérite d'être combattue. C'est dans cet élan et conformément aux missions à elle assignées que la section des comptes de la Cour suprême, institution supérieure des comptes et des finances, multiplie ses campagnes de sensibilisation afin d'éradiquer le fléau. Les échanges avec les étudiants de l'université de Kourougan-Fouga portent sur les facteurs de la corruption, les conséquences et les risques que peuvent encourir corrupteurs et corrompus. Il y a plusieurs causes qui poussent les gens à la corruption. Mais moi, je retiens généralement 3 facteurs. La première chose, c'est qu'il y a l'effritement de nos valeurs socio-culturelles. Il y a un gain poussé pour les biens matériels. Les dispositifs même de lutte contre la corruption donnent des failles, des opportunités aux gens à se livrer à ces phénomènes-là. L'espace sensibilise les participants sur leur rôle en tant qu'acteurs du système national d'intégrité. Il y a des enfants qui peuvent pousser leurs parents à la corruption. Un enfant qui demande quelque chose qui n'est pas à la portée de son papa, de sa maman, et ça peut pousser les papas à faire des choses qui ne sont pas régulières. La session permet de clarifier aux étudiants les missions de la section des comptes de la Cour suprême. La section des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques. Elle est aussi, de par la nouvelle constitution, l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. À ce titre, elle a un rôle capital dans la lutte contre la corruption. Nous nous sommes dit que la jeunesse aujourd'hui, conformément au thème du mois, c'est l'avenir de ce pays, surtout les étudiants. Il faut que nous les sensibilisions sur leur rôle
de la lutte contre cette corruption. La séance de sensibilisation est financée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers le projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, phase 2. Comme mentionné dans les titres également, l'armée malienne s'équipe et se professionnalise. Elle a reçu hier de nouveaux équipements militaires pour la défense du territoire national. Des engins lourds comme le mortier de 120 mm1.5, une arme d'artillerie puissante capable de tirer une grande variété de munitions. Notre équipe de reportage dirigée par Tchemoro Konaté a suivi le cortège sur des kilomètres. Suivons ce reportage. Un début de soirée dans la plus grande euphorie. Nous sommes à l'entrée de Sebeninkoro en commune 4 du district de Bamako où l'alerte est donnée par un motard alors qu'il est 18h passé de 18 minutes annonçant l'arrivée de ces nouveaux équipements militaires. L'illustration éloquente de la montée fulgurante en puissance et de la force de frappe de l'armée malienne. Bi an kontalen do dɛ an bɛ se k'a fɔ nin ye fɛn t'an ye cadeau ye nin diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ an ka faamaw fo an b'u waleɲuman dɔn nin diyara an ye ni ko misigɛnna bere de don nin ye an ka jamana kunkɔrɔta ko de a diyara an ye kojugu an nisɔndiyalenba de don an bɛ fɛti la tan. Ne ye nin minɛnw ye n kontalen do kosɛbɛ parce que dɔw nana dɛ mais hali bi ne nin farala kan o ko ba ye quoi vraiment je suis très content aujourd'hui merci aux autorités maliennes u ye baara caman kɛ mais hali bi u k'u cɛsiri. nin ye kunnawolo y'an ka jamana mɔ hali bi an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka dɔ fara nin kan ala ka dɔ fara nin kan ala k'an ka jamana kisi jugu tɔɔrɔ mɔ. n'i y'a jamana ba bɔn armée ba de ko don irisila amérique mɔgɔ bɛ siran armée de ɲɛ sinon jamana bonyali tɛ quoi armée de don ni armée b'i bolo i dalen i siso kɔnɔ i bɛ hakili latigɛ hali bi u bɛ baara min na u k'u cɛsiri jamana kɔnɔdenw b'u kɔ an ka hakili to ɲɔgɔn na n'ala sɔnna jamana a bɛ taa. De Sebeninkoro à Kati, destination finale de ces équipements, en passant par le boulevard de l'indépendance Dar Salam et Tomikorobogo en commune 3, la population est sortie massivement pour manifester son approbation. C'est le cas de ces activistes animés d'une admiration passionnée. Un sentiment de joie, un sentiment de fierté, mais surtout un sentiment de panafricanisme. Voir mon armée est en train de se renforcer, est en train de s'équiper avec des matériels de dernière génération. Voilà une fierté aujourd'hui. Voilà un remerciement de la part de la population qu'on adresse à notre autorité de la transition. Ces nouveaux équipements sont à l'actif des autorités de la transition qui ont enclenché un processus de refondation de l'armée se traduisant par un recrutement massif étayé par l'appropriation graduelle des moyens logistiques. Un message fort donc aux allures d'un avertissement aux ennemis de la paix qui n'ont d'autre choix que de revenir à la raison. Général d'armée Assimi Goïta Malidenw ko k'i fo an sewalen do su na kati yan an kɔntannen do su na kati yan sabula ka da kan an ka minɛn kuraw nin y'u dontɔ ye su na anw fɛ kati yan sisan katikaw cɛw musow denmisɛnninw ani mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen bɔlen do kati kana kan rond-point na ka na an ka minɛn kuraw kunbɛn. an b'a Assimi fo a n'a ka kɛlɛkɛdenw o bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo walayi an bɛɛ sewalen de don maliko na an bɛ sa o nɔfɛ walayi ala. D'autres équipements ultramodernes sont attendus dans les tout prochains jours. Une tendance qui sera maintenue sur fonds propres de l'État au grand bonheur de la population malienne. Quoi de plus normal? Le ministre de l'Industrie et du Commerce a présidé ce matin la réunion de concertation hebdomadaire avec les groupements pétroliers au centre des échanges, la gestion et le suivi de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Les échanges ont notamment porté sur l'application de la clé de dispatching fixée à 70% en faveur des stations de vente et 30% pour les sociétés dont l'état de mise en œuvre a été jugé satisfaisant par l'ensemble des parties. Mohamed Kayantao et Gaussou H. Touré ont assisté à la réunion, suivant leur compte rendu. Le processus d'approvisionnement de l'ensemble du pays en hydrocarbures se poursuit. La 9e réunion de concertation entre les groupements pétroliers et les ministères de l'Industrie et du Commerce tenue ce jeudi est ainsi consacrée à la gestion et au suivi de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Elle s'inscrit dans la dynamique régulière du dialogue et de coordination instaurée par les autorités pour garantir l'initiative. Les échanges ont notamment porté sur l'application de la clé de dispatching
fixé à 70% en faveur des stations de vente et 30% pour la société. Au cours de la rencontre, il a été rappelé qu'un convoi de 345 citernes a déjà été réceptionné cette semaine, ce qui a renforcé significativement les capacités d'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Selon les ministres, le délai réglementaire de 24 heures pour le traitement des volumes de carburant reçus est pleinement respecté au niveau du bureau des produits pétroliers de la douane. Il a été également souligné que les opérations de dépotage se poursuivent avec transparence et régularité. Le ministre de l'Industrie et du Commerce tient ainsi à rassurer la population que les stocks enregistrés à ce jour sont largement suffisants pour couvrir les besoins de consommation pendant plusieurs jours. Et ce communiqué, le Centre de coordination et de gestion des crises, SECOGEC, porte à la connaissance des populations que pour des raisons d'opération stratégique sur certains axes routiers, le volume d'approvisionnement du pays en hydrocarbures a connu un léger ralentissement dans la semaine du 8 au 14 décembre 2025. Cette situation a temporairement perturbé le ravitaillement des stations-service et occasionner des files d'attente par endroits. Le SECOGEC rassure que les convois réguliers ont repris cette semaine grâce à la détermination des forces armées et de sécurité. Dans la foulée, près de 350 citernes ont été réceptionnées au bureau des produits pétroliers des douanes et l'approvisionnement du pays en carburant se poursuit normalement. Des dispositions urgentes sont en cours pour ravitailler le maximum de stations-service. Le SECOGEC invite les populations au calme et à ne pas céder à la panique. Il réitère ses chaleureuses félicitations aux FAMA pour leur détermination, salue la bravoure des chauffeurs et leurs apprentis ainsi que l'engagement patriotique des opérateurs pétroliers. Le Mali célèbre ce 18 décembre la journée internationale des migrants. Au Mali, l'apport des migrants est considérable dans l'économie malienne. Ce sont des centaines de milliards investis chaque année. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine s'inscrit dans la dynamique de développer le concept d'une migration tournée vers le développement et le progrès. Le reportage de Youssouf Diakité et Toumani Diabaté. Migration et promotion culturelle, contribution des Maliens établis à l'extérieur. Voilà la thématique nationale analysée et débattue tout au long de la célébration de cette journée internationale des migrants 2025. Bien que la migration présente des défis, elle présente également beaucoup d'opportunités, disent-ils. En 2023, les transferts de fonds de la diaspora malienne ont atteint près de 700 milliards de francs CFA. Soit environ 1,15 milliard de dollars américains, représentant près de 5% du PIB national. Ces ressources financent des projets communautaires, des écoles, des centres de santé et des infrastructures de base. La gouvernance vertueuse des migrations est au cœur des priorités du gouvernement du Mali, parce que, précise-t-il, la migration a toujours été un facteur de socialisation, d'humanisation et de développement surtout. La migration a toujours favorisé les échanges culturels, renforcé les communautés et dynamisé les économies. Elle a toujours été une force unificatrice pour le monde. En réalité, l'histoire de chaque migrant porte en elle un germe de culture, une part de savoir-faire, une portion d'expérience et un pan de don de soi qui fertilisent et enrichissent les substrats socio-culturels et économiques des communautés d'accueil tout en favorisant l'essor du pays d'origine. Ma grande histoire, culture et développement, c'est le thème international développé par les Nations Unies, un thème qui cadre avec les ambitions des autorités maliennes, une migration tournée vers le développement et le progrès.
Oui, une journée importante pour le Mali, pays à forte tradition migratoire. Il arrive encore très souvent que nos compatriotes se trouvent en situation difficile dans d'autres pays. L'État, à travers le ministère des Maliens établis à l'extérieur et ses partenaires, veille toujours à ce qu'ils soient protégés et traités avec dignité. Pour sortir cependant de l'immigration illégale et de ses conséquences, le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur mise sur une sensibilisation accrue et une prise de conscience collective. Habib Silla répond aux questions de Yaya Konaté dans l'invité de la semaine. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Ça interpelle tout le monde, mais l'objectif c'est quoi? Moi je crois que tout le monde doit faire un effort, non seulement les parents des jeunes gens. Il ne suffit pas ce n'est pas normal que quelqu'un aujourd'hui donne les moyens à son enfant pour dire va dans ce pays que tu connais, tu suis mon regard, avec les risques, traverser le désert, traverser les océans, sur 100 peut-être 80 n'arrivent pas à destination. Ce qu'on les donne pour faire le trajet là, si on essayait de les encadrer, ils commencent des activités avec ça, ils peuvent mieux s'en sortir plus tôt que risquer leur vie parce que le passage là est trop difficile. Mais on tient ce discours-là depuis combien de temps? Pourquoi ça passe pas? Mais ça passe. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la volonté de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a un peu responsable. Lorsqu'on part, on ne demande pas la permission de partir. L'État se retrouve souvent devant un fait accompli. On dit, bon voilà, vos concitoyens qui sont là, en prison, qui sont arrêtés, etc., etc. Bon, vous voyez, donc c'est à partir de là que l'État s'organise, mais l'État ne peut pas forcer l'autre pays à dire non, forcément il faut les intégrer, puisqu'ils sont passés par des voies qui ne sont pas régulières. Voilà, l'invité de la semaine à suivre après les infos météo. Et nous arrivons à la page AES de cette édition. C'est juste après ceci. Fin cet après-midi à Bamako, des travaux de la réunion des hauts fonctionnaires de l'AES, préparatoire à celle de la session confédérale du Conseil des ministres. Les hauts fonctionnaires ont travaillé pendant 4 jours sur les projets, le projet de rapport sur les documents juridiques et la poursuite de l'opérationnalisation de la Confédération. Les résultats de ces travaux seront soumis à la session confédérale du Conseil des ministres de l'AES prévue pour les 20 et 21 décembre 2025. Cette session va examiner les différents documents qui seront validés par la session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération. Le Nigeria apporte sa solidarité et sa fraternité au peuple du Burkina Faso. L'émissaire du président Ahmed Bola Tinubu a été reçu hier par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le compte-rendu de cette audience avec Hahadi Sandaba. Le chef de la diplomatie nigériane au palais de Koulouba à Ouagadougou, Youssouf Maïtama Tougar, à la tête d'une délégation, est venu présenter les excuses officielles de la République fédérale du Nigeria au Burkina Faso pour avoir violé son espace aérien. Le ministre des Affaires étrangères exprime ici le regret de son pays sur les irrégularités dans la procédure de l'autorisation pour entrer dans l'espace aérien du Burkina Faso. C'est déplorable qu'il y ait eu des irrégularités dans les documents, notamment sur les autorisations de survol de l'espace burkinabé. Cela est regrettable et nous nous excusons sur cet incident malheureux. Nous avons aussi évoqué le sujet d'un leader d'un parti nigérien qui fait des commentaires disgracieux concernant cet incident. Cela est lié sans doute à une incompréhension de la situation. Le président Traoré, le gouvernement du Burkina Faso et le peuple burkinabé ont été très accueillants et disposés à nous accompagner. L'équipage a été très bien traité. Cela saute aux yeux et c'est évident que le président Traoré était directement informé sur la prise en charge de l'équipage depuis que celui-ci est arrivé au Burkina Faso. Le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria
salue le niveau de solidarité et de fraternité qui existe entre le Burkina Faso et son pays. À cette audience, la délégation nigériane échange également avec le président du Faso sur la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest africaine. Sent here by President Bola Ahmed Tinubu. Je conduis une délégation envoyée par le président Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, afin de livrer un message au président Ibrahim Traoré. Un message de fraternité, un message de solidarité d'un pays africain à un autre. Nous avons discuté de plusieurs sujets en lien avec la sécurité de notre région, en l'occurrence la lutte contre le terrorisme, sur la manière dont nous devons lutter ensemble contre les fléaux. Le Burkina Faso a enregistré des succès significatifs en la matière. Donc, il y a des leçons à tirer sur ce volet évidemment. And there also, so there's a lot that we have to share with each other. Une collaboration qui pourrait concerner plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest, souligne le chef de la diplomatie nigériane, qui ne manque pas de saluer au passage les exploits ainsi que les succès enregistrés par le Burkina Faso dans la lutte contre l'hydre terroriste. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zen du Niger, a inauguré hier le nouveau pont de Soré. Cette réalisation met un terme aux interruptions de la circulation sur la RN1. Le reportage de Gérard Abdoulaziz et Souleymane Mahamadou de la télévision nigérienne. Construit dans les règles de l'art et en un temps record par la Sogia Satom Niger, le nouveau pont de Sorey, localité située à quelques encablures de la ville de Niamey, mais dans la commune rurale de Libor et département de Kolo, région de Tillabéri, fait partie des travaux entrepris par les plus hautes autorités suite à l'interruption de la circulation sur plusieurs axes routiers, dont les voies d'accès à la ville de Niamey, notamment au niveau de l'ancien pont de Sorey sous-dimensionné du fait des fortes précipitations enregistrées en 2024. L'inauguration de ce pont est un soulagement pour les populations. Elle constitue aussi une relance économique pour toute la population, car ce tronçon est hautement important pour le développement socio-économique du Niger. Soulagement également pour le ministre de l'équipement et des infrastructures. Suite aux instructions de son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, sous la coordination de son Excellence M. Ali Mahaman Lamine Zen, Premier ministre de l'économie et des finances, mon département ministériel a procédé à l'actualisation des études hydrologiques et hydrauliques de l'ouvrage projeté en vue de son adaptation au changement climatique. C'est cet ouvrage dont l'ordre de service a été notifié en décembre 2024 et l'exécution physique a démarré au mois de février 2025 que nous procédons à la mise en circulation aujourd'hui. Le clou de la cérémonie a été sans nul doute la coupure du ruban par le Premier ministre, marquant ainsi l'inauguration du nouveau pont de Sorey, suivi de la visite guidée du nouvel ouvrage avec ses 2 voies aller et 2 voies retour, et plus long de 62 mètres et plus haut de 6 mètres que l'ancien, à la grande satisfaction de celui qui a aussi en charge les finances et l'économie. C'est le sentiment d'un travail correctement exécuté. Nous félicitons d'abord les techniciens qui ont mis tout ce qu'il faut pour réaliser cette infrastructure importante. Nous félicitons aussi l'entreprise qui a également déployé tous les moyens qu'il faut. Le ministère à la tête duquel se trouve le colonel-major Salissou et enfin le chef de l'État. L'inauguration du nouveau pont de Sorey par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances Ali Mahaman Lamine Zen, les multiples chantiers en cours et ceux en instance d'être lancés prouvent l'importance toute particulière que les plus hautes autorités de la refondation, avec à leur tête le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, accordent au secteur routier, moteur de croissance.
Retour à l'actualité nationale et je vous l'annonçais dans les titres. Fin de la session d'octobre du Conseil national de transition. Plus d'une vingtaine de projets de loi ont été adoptés, dont la loi de finances pour l'exercice budgétaire 2026. Le président de l'institution a salué la remise de distinction aux opérateurs pétroliers dans le cadre de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Le discours de clôture a été précédé de l'examen du rapport 2024 de la Commission nationale des droits de l'homme, le reportage de Aridou Matina avec la voix de Boubacar Bablin Tourish. Dernière séance plénière pour le Conseil national de transition avant de partir en vacances pour 3 mois. Et c'est le projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance allant de la clôture de la session à l'ouverture de la session d'avril. Pendant cette période de vacances, la Constitution a prévu que le gouvernement peut demander une autorisation au CNT, à l'organe législatif, pour prendre des ordonnances dans son domaine. Et donc, c'est cette proposition d'autorisation de loi que nous avons faite au CNT. Autre point abordé, l'examen du rapport 2024 de la Commission nationale des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Mali. Le document qui dresse le bilan des actions entreprises en faveur des droits de l'homme, mais aussi des défis et des recommandations, est ainsi présenté par la présidente par intérim de la CNDH. La crise multidimensionnelle dans laquelle se trouve notre pays depuis au moins 2012 a occasionné et continue d'occasionner de nombreux abus et violations des droits de l'homme. Le présent rapport intervient dans ce contexte en dressant le bilan des actions entreprises en faveur des droits de l'homme, mais aussi des défis ainsi que des recommandations. Le dit rapport, qui répond à un devoir de redevabilité, a fait l'objet du débat de la part des membres du CNT qui ont voulu avoir des éclairages sur plusieurs points. Dans son discours de clôture de la session ordinaire d'octobre 2025, le président de l'organe législatif de la transition se réjouit du travail patriotique effectué par l'institution. Parmi ces lois adoptées figure notamment la loi des finances pour l'exercice budgétaire 2026. Avec le vote de ce budget, notre pays se dote une fois de plus d'un budget en mode programme. Cette constance dans la gestion budgétaire est pour nous un réel motif de satisfaction. L'occasion est opportune pour magnifier les efforts fournis par chacune des commissions générales et qui ont permis au Conseil national de transition d'examiner aisément en détail les conditions générales de l'équilibre budgétaire et financier, les programmes et les crédits des différentes institutions de la République, ceux des ministères ainsi que des différentes dotations budgétaires. Cette loi des finances 2026 est conforme à la vision Malikroa Tasira Kabe Samba Flani Bioroni Sabama et à la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Nous nous félicitons d'avoir adopté le projet de budget 2026 du Conseil national de transition et examiné les rapports de contrôle de l'exécution de son budget au titre des premiers, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2024. J'ai aussi signé la décision numéro 014/PCNT portant approbation du manuel de procédure administrative, financière et comptable du Conseil national de transition. Sur le plan de la diplomatie parlementaire, le CNT a également maintenu le cap. La session d'octobre a enregistré notre participation à la 47e conférence des présidents d'Assemblée parlementaire nationale de l'IPA, tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'ai aussi conduit à Rabat au Maroc, il y a quelques jours, une mission parlementaire pour participer à la 3e conférence des présidents des assemblées législatives africaines. Ce grand rendez-vous africain nous a offert une plateforme propice pour débattre, délibérer, définir des stratégies et agir collectivement dans le but de renforcer la coopération parlementaire. La crise des hydrocarbures, qui a tendance à connaître un dénouement heureux grâce aux efforts des autorités, a aussi été saluée. Je voudrais féliciter au nom de l'ensemble des membres du Conseil national de transition
le gouvernement pour la mise en place du comité de gestion des crises et catastrophes autour des sujets des hydrocarbures, ainsi que pour des distinctions honorifiques attribuées aux opérateurs pétroliers, responsables syndicaux et chauffeurs qui, malgré les menaces des terroristes et des co-terroristes, assurent l'approvisionnement du pays en carburant avec abnégation, courage et patriotisme. Dans la même dynamique, nous saluons l'engagement et l'esprit de civisme des membres du Conseil national de la jeunesse, sans oublier notre vaillant peuple qui a encore une fois montré toute sa résilience à l'ensemble des autorités des pays frères de l'Alliance des États du Sahel pour leur solidarité agissante. À nos femmes et aux forces coalisées de l'Alliance des États du Sahel, je rends hommage pour leur rôle crucial dans la sécurisation des convois. Actualité footballistique et culturelle oblige, clin d'œil est fait aux Aigles du Mali qui s'apprêtent à discuter la grande messe du football continental et l'ouverture de la Biennale artistique et culturelle 2025 à Tombouctou. En votre nom à tous, je souhaite une bonne campagne à nos Aigles pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera dans quelques jours au Maroc. Aux Aigles, nous souhaitons des volets plus haut, plus loin et plus fort comme l'armée de l'air du Mali. Bonne chance aux Aigles. Nous souhaitons également plein succès à la Biennale artistique et culturelle 2025, prévue du 18 au 28 décembre 2025. La ville de Tombouctou, la cité des 333 saints. D'une durée de 75 jours, la session qui vient de s'achever s'est ouverte le 6 octobre dernier et les regards sont désormais tournés vers l'ouverture de la prochaine session prévue le 13 avril 2026. Fin hier à Bamako des travaux du premier symposium national sur l'accroissement des opportunités d'emploi au Mali. Les participants recommandent la valorisation du statut de créateur d'emploi. La cérémonie de clôture était présidée par la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le reportage de Youssouf Diakité. Passer du statut de chercheur au statut de créateur d'emploi, voilà toute la symbolique de ce symposium national sur l'accroissement des opportunités d'emploi au Mali. C'est pourquoi les recommandations formulées vont dans le sens de l'opérationnalisation de cette initiative. Développer les capacités d'anticipation et d'intégration de l'emploi dans les projets et programmes d'investissement public et privé et dans la chaîne de planification stratégique. Élaborer des diagnostics actualisés et co-construits de l'écosystème emploi-formation au niveau sectoriel, régional et communal. Structurer les gisements d'emploi sectoriels autour des chaînes de valeur locales, productives, en tenant compte des avantages comparatifs régionaux et communaux et des bonnes pratiques internationales. N'attendez pas l'opportunité, créez-la. C'est en ces termes que le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, à la clôture des travaux, s'adresse à la jeunesse malienne de façon générale. Le défi de l'emploi au Mali est immense, mais notre détermination est sans faille. Fort de la richesse de nos échanges et de la clarté de vos recommandations, nous nous engageons ensemble à bâtir un Mali où le travail décent et porteur d'avenir n'est plus une aspiration, mais une réalité accessible à chaque citoyen. On peut le dire, ce premier symposium sur les opportunités d'emploi, un coup d'essai a été un coup de maître. Parce que, disent-ils, les objectifs sont largement atteints et les recommandations seront remises à qui des droits pour leur opérationnalisation. L'agence malienne de presse et de publicité AMAP a tenu ce matin sa 49e session du conseil d'administration. Cette session a examiné le budget et les rapports d'activité de l'année 2025. Pour 2026, les perspectives budgétaires de l'AMAP sont estimées à plus de 2,5 milliards de francs CFA. C'est ce que nous disent Seydou Traoré et Mbarakou Maïa.
À la croisée des chemins, l'agence malienne de presse et de publicité, l'AMAP, se maintient malgré les multiples défis qui traversent le pays. Ces défis liés à la lutte contre le terrorisme et aux campagnes médiatiques contre le Mali n'ont pas empêché l'agence d'assurer la desserte du pays en information via le quotidien national sans relâche. La session budgétaire est l'opportunité pour évaluer les avancées réalisées. Nous sommes investis de missions de service public et ces missions-là sont dédiées au secteur de l'information, de la communication. Et vous savez que nous gérons le quotidien national, nous gérons l'agence de presse, nous avons aussi des services publicitaires à assurer. Et tant bien que mal, nous avons essayé avec les moyens de bord. Le plus important, c'est d'être là. Dans sa mission de service public de l'information, l'AMAP reste debout pour couvrir les grands événements de cette fin d'année 2025, à l'image de la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, la Biennale culturelle et artistique, ainsi que la Cannes 2025 au Maroc. Pour l'exercice 2026, le budget de l'agence connaîtra une évolution. Le budget de l'AMAP s'élève à 2 462 546 000 francs CFA contre 2 300 067 000 en 2024, soit une augmentation de 162 478 000 francs CFA pour un taux de 0,06%. En termes de programmation, le budget 2026 s'élève à la somme de 2 510 819 000 francs CFA contre 2 462 546 000 francs CFA en 2025, soit une augmentation de 1,01%. Le conseil d'administration de l'AMAP a félicité la direction générale pour la bonne organisation des journées de la relance de l'agence, dont le rapport a été porté à la connaissance des hautes autorités du pays. Célébration de la 8e édition de la journée de la Caisse nationale d'assurance maladie, une rencontre placée sous le signe de la solidarité à travers le RAMU, initiée par le comité syndical de la CANAM. Cette célébration vise à renforcer la promotion du régime d'assurance maladie universelle à RAMU, pilier de la politique nationale de protection sociale, un cadre pour réaffirmer la volonté commune d'élargir la couverture sanitaire et de faire de l'accès aux soins de santé un droit effectif pour tous, conformément à la vision du gouvernement. Retour sur cette journée avec Bokari Koulibaly et Tchédje Kamara. La CANAM célèbre la 8e édition de sa journée sous le sceau de la solidarité. À cette occasion, le syndicat de la structure engage une vaste campagne de sensibilisation pour promouvoir la mise en œuvre effective du RAMI, régime d'assurance maladie universelle. Une journée qui se veut un véritable levier destiné à élargir le RAMI afin de faire de la santé un droit réel et accessible à tous. La mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle, RAMI, marque une étape décisive pour le Mali tout entier. Elle traduit la volonté des plus hautes autorités de notre pays de faire de la santé un droit effectif pour tous, y compris pour les travailleurs des secteurs agricoles et informels, longtemps exclus des mécanismes classiques de protection sociale. Le dialogue social entre la direction et les organisations syndicales demeure un pilier fondamental de notre réussite commune. Lorsqu'il s'exerce dans un climat de confiance, de respect et de responsabilité, il nous permet de mieux anticiper les défis, d'accompagner les réformes et de renforcer la cohésion au sein de notre institution. Placé sous le thème CANAM au cœur de la solidarité, c'est nous tous, unis pour relever les défis du RAMI et garantir la santé pour tous, la thématique s'inscrit pleinement dans la vision et les priorités du gouvernement en matière de protection sociale et d'accès universel aux soins. Ce thème est à la fois évocateur et porteur d'espoir. Il traduit clairement la vision du gouvernement, bâtir un Mali plus juste, plus solidaire, où l'accès aux soins de santé n'est plus un privilège, mais un droit effectif pour chaque citoyen. À travers le régime d'assurance maladie universelle, le Mali a fait un choix courageux et responsable, celui de ne laisser aucun Malien ni aucune Malienne au bord du chemin.
Moment fort de la cérémonie, riche en émotions et en symboles, un hommage appuyé a été rendu aux agents de la Canam décédés. Par ailleurs, un tableau d'honneur a été décerné à Boubacar Bila Dambélé, premier secrétaire général du comité syndical de la Canam, admis à faire valoir ses droits à la retraite cette année 2025. Des gestes de reconnaissance qui traduisent l'esprit de solidarité et de cohésion qui anime la Canam aujourd'hui comme hier. À Gao, le DDR se déroule bien. C'est le constat fait par les présidents des commissions nationales chargées de conduire le processus. Sur place, le général de division Ibrahim Fané et le général de brigade Fagimba Ibrahima Kansei se sont imprégnés du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et d'intégration des ex-combattants. On fait le point avec Aliou Idrissa Meiga. Le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration qui est en cours dans notre pays va concerner 512 ex-combattants dans la région de Gao. Sur le site, les acteurs chargés de la conduite de l'opération ont reçu la visite des présidents des deux commissions nationales. Nous sommes arrivés pour assister nos équipes qui sont sur le terrain depuis le samedi dernier, regarder les conditions de travail, voir les difficultés et demander le soutien de l'administration de Gao, les militaires aussi bien que civils, et aussi sensibiliser les mouvements armés éligibles au processus de la région de Gao pour une participation effective de l'ensemble de leurs combattants dans les conditions et critères fixés, validés consensuellement avec tous les acteurs de ce processus. Nous avons constaté en tout cas un travail très ordonné, très professionnel de la part de nos équipes. Nous sommes vraiment très satisfaits du déroulement du travail, mais aussi on a constaté un engouement de la part des mouvements qui sont convoqués ou bien qui sont intéressés par le sud de Gao. On a vu une affluence très très intense, ce qui nous donne vraiment beaucoup d'espoir que les opérations vont aboutir à des résultats que nous escomptons. Pour les responsables des ex-combattants, le DDRI est un outil essentiel pour la paix. Le processus, ça se passe comme ça a été demandé par le ministre de la Réconciliation. Les éléments continuent à venir. On continue le désarmement. Tous ceux qui se trouvaient sur la liste validée, on a pu quand même les acheminer et ça s'est passé dans les meilleures conditions. Et ça progresse, ça va, alhamdulillah. On veut que aussi que le reste des combattants qui n'est pas rentré aussi, on veut qu'ils vont rentrer encore. Parce qu'on veut la paix. Dans l'ensemble, le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et l'intégration des ex-combattants se déroulent bien dans la cité des Askia avec une affluence devant les différents stands. À Koulikoro, les acteurs en charge du sous-secteur de l'eau se concertent. C'est à l'initiative de la Direction régionale de l'hydraulique avec le soutien financier du projet portefeuille thématique Climat Sahel. Le reportage de Adaman Traoré. L'eau, c'est la vie, a-t-on coutume d'affirmer. Partant de cette logique, la région de Koulikoro fait face à des défis liés à l'accès à l'eau potable et à la gestion durable des ressources en eau, malgré qu'elles soient traversées par le fleuve Niger. Pour relever ces défis, il faudra une synergie d'action des différents intervenants. C'est pourquoi ce cadre de concertation régionale, privilégié entre les acteurs du sous-secteur de l'eau et de la gestion intégrée des ressources en eau GIR, a été initié par la direction régionale de l'hydraulique de Koulikoro. Il a été réalisé 3 pompes à motricité humaine, 28 systèmes hydrauliques villageois améliorés, ainsi que 22 adductions d'eau potable à usage domestique. Par ailleurs, 46 forages ont été réalisés pour assurer la desserte en eau de 24 périmètres maraîchers, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité alimentaire et à l'amélioration des moyens de subsistance des populations. Ces résultats, bien qu'encourageants, nous interpellent collectivement sur la nécessité de poursuivre et de renforcer la coordination. Les partenaires financiers INABEL, à travers le projet portefeuille thématique Climat Sahel, n'a pas manqué d'apprécier l'initiative. Cette rencontre est une opportunité pour partager nos réalisations, capitaliser les bonnes pratiques, harmoniser nos interventions, mobiliser des solutions innovantes et instaurer un cadre pérenne de coordination.
Votre participation active, fondée sur le partage d'expériences, d'innovation, de bonnes pratiques, sera déterminante pour la qualité de nos échanges. La cérémonie a été l'occasion pour remettre des matériels, notamment des sondes, à la direction régionale de l'hydraulique d'une valeur de plus de 18 millions de francs CFA. Lancement à Kaya du projet Leadership politique et autonomisation socio-économique des femmes pour un accès égalitaire et sécurisé à la terre. C'est une initiative de la COFERSA, Convergence des femmes rurales pour la souveraineté, avec l'appui financier de l'Agence espagnole de la coopération internationale à plus de 260 millions de francs CFA. Le reportage de Mamadou Fani. Le lancement officiel de ce projet Leadership politique et autonomie socio-économique des femmes pour un accès égalitaire et sécurisé à la terre contre la faim pour l'égalité des genres marque le début d'un processus d'accompagnement de 18 mois pour promouvoir un changement durable et transformationnel au profit des femmes rurales de la région des Cayes, financé par l'Agence espagnole de la coopération internationale pour le développement à hauteur de 400 000 euros, soit 262 380 000 francs CFA. Ce projet couvre 2 cercles, dont Ségala, Cayes et une soixantaine de coopératives féminines au Mali. Comme résultat tangible, nos différentes activités ont déjà permis l'octroi et la sécurisation de 154 hectares de terres agricoles au profit des femmes dans les régions de Cayes, Kita, Bafoulavé et de Sikasso. Nous avons également formé des milliers de femmes et de jeunes aux techniques agroécologie, à la transformation des produits locaux, techniques de conservation et de commercialisation. Nous avons fait des formations aussi sur le leadership et des plaidoyers. Pour le représentant du gouverneur de la région des Cayes, quand les femmes ont accès à la terre, ce sont les familles, les villages et toute la région qui progresse. Ce projet arrive donc au moment opportun pour renforcer la résilience des communautés, lutter contre la faim et promouvoir un développement plus juste, durable et inclusif. Je réaffirme ici la disponibilité entière de l'administration régionale pour accompagner la mise en œuvre de ce projet. Nous nous engageons à garantir un environnement favorable et une coordination efficace afin que ces résultats bénéficient directement aux femmes, aux familles et aux communautés de Cayes. Rappelons que ce projet est mis en œuvre par la Convergence des femmes rurales pour la souveraineté. Voilà un reportage de Mamadou Diallo. Les adversaires du Mali dans le groupe A de la phase de la CAN Maroc 2025 sont le Maroc, la Zambie et les Comores. Les Lions de l'Atlas sont les favoris non seulement du groupe mais aussi de la compétition. Quant à la Zambie, elle n'est plus aussi flamboyante que par le passé, mais les Chipolopolo devraient tout de même pouvoir tirer leur épingle du jeu. Les Comores petits poussés ambitionnent de bousculer la hiérarchie. Présentation des 3 adversaires des Aigles avec Kodisibi. Hôte et grand favori, le Maroc, premier au classement FIFA, donnera le coup d'envoi de sa CAN avec la pression d'inscrire pour la 2e fois son nom au palmarès de la compétition après le sacre de 1976. Les Lions de l'Atlas sont très attendus après une place de demi-finaliste lors du dernier mondial. Les hommes de Walid Regragui sont revanchards suite à une élimination précoce en 8e de finale lors de l'édition ivoirienne. Les Marocains qui seront à leur 20e phase finale à domicile ont des arguments à faire valoir. L'effectif dont dispose le technicien se passe de tout commentaire. Le capitaine Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Ballon d'Or africain 2025, arrive avec une motivation sans égale. Autre star attendu, Youssef El Nesri de Fenerbahçe et Brahim Diaz du Real Madrid qui découvre la compétition. Sauf catastrophe, le Maroc ne devrait pas avoir de mal à sortir de la poule devant le Mali, la Zambie et les Comores. La Zambie, très souvent sous-cotée, pourtant lauréate en 2012, pourrait tirer son épingle du jeu. Les successeurs de la légende Kalusha Boualia nous ont habitués à jouer sans complexe. La nouvelle génération peu connue du public aura-t-elle les mêmes vertus de courage et de détermination qui ont toujours caractérisé les Chipolopolo? Les fans se sont impatients de les voir à l'œuvre. Le vétéran Stopila Sunsu montrera la voie à ses jeunes coéquipiers, dont certains jouent dans des grands championnats à l'image de l'attaquant Papson Daka de Leicester en Angleterre. Les Zambiens qui seront à leur 19e phase finale de l'histoire seront dirigés par un nouveau sélectionneur, Moses Chichon, un local. Les Comores petits poussés sur le papier
joueront seulement leur deuxième phase finale d'une CAN après l'édition de 2021 où ils avaient marqué les esprits en atteignant les huitièmes de finale pour une première participation éliminée difficilement par les Lions indomptables du Cameroun. Absents en 2023 dans la CAN ivoirienne, les Comoriens arrivent avec l'ambition de bousculer la hiérarchie. L'équipe jouera sans pression et est capable de créer la surprise dans ce groupe A. Les insulaires compteront sur leurs joueurs cadres comme le milieu de terrain Youssouf Chamanga du club saoudien d'Al Batin, capitaine d'équipe, et Yannick Pandov, le gardien de but qui évolue en Belgique. Le groupe A donnera le ton de cette CAN 2025. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.